Bonjour à tous, bienvenue donc pour cette deuxième partie de l'introduction au paradigme de programmation. C'est la suite de la première vidéo où là on va parler des langages fonctionnels et des langages orientés objets avec essentiellement des exemples en Python, vu qu'en Python on a les trois paradigmes. Alors dans les langages fonctionnels, un programme c'est un ensemble de déclarations de fonctions suivi d'une expression, et cette expression c'est un peu le main, évaluer le programme, ça consiste à évaluer cette expression, alors qu'il va faire appel aux déclarations que vous avez déclarées précédemment. Alors souvent l'ordre est immatériel, on peut déclarer avant, après, ça n'a pas d'importance vu que c'est pas séquentiel. Alors dans ce paradigme, il n'y a pas d'affectation. Alors on peut avoir, on a souvent l'égalité ou deux points égales, ça dépend des langages, v égale expression, mais c'est pour définir la variable v. Hein, si on dit dans un programme v égale 1 et v égale 2, plus loin, ben vous allez avoir une erreur, parce que si on a dit que v égale 1, ben v ça peut pas valoir 2. Donc on définit une seule fois. Donc ça c'est assez caractéristique. Ce qui est souvent proposé aussi, c'est une gestion complètement automatisée de l'allocation mémoire. Vous dites ce que ça fait, et c'est pas trop votre problème que de savoir comment c'est réalisé concrètement, avec quel mécanisme sous-jacent. Alors, c'est pour ça aussi qu'on parle de paradigme déclaratif. On entend, c'est un adjectif qu'on utilise pour, et qui englobe souvent programmation fonctionnelle et programmation logique. Alors quand on parle du paradigme fonctionnel, de programmation fonctionnelle, on parle aussi assez rapidement d'ordre supérieur. Donc des fonctions d'ordre supérieur, c'est des fonctions qui vont prendre des fonctions en paramètres et surtout produire des fonctions. Donc il y a un adage, c'est First Class Citizen, les fonctions sont des citoyennes de première classe. Une variable peut prendre pour valeur une fonction. Une fonction est une valeur comme les autres. Donc on peut la passer en argument et aussi on peut la renvoyer. Alors quand on la renvoie, l'intérêt souvent c'est de la fabriquer dans le corps d'une fonction avec une lambda expression. On verra un exemple tout à l'heure. Alors les mots-clés typiques de ce paradigme, ça va être déclaratif, on va parler d'expression et pas d'instruction, on va parler d'immutabilité, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, une variable dans un langage fonctionnel, il faut plutôt voir ça comme une inconnue. On ne connaît pas sa valeur au moment où on écrit le programme, ça prendra sa valeur à l'exécution. On parle d'ordre supérieur, on parle de lambda calcul, souvent, assez rapidement, parce que c'est en fait c'est un des fondements. On peut dire que le lambda calcul c'est le proto-langage minimaliste fonctionnel donc des années 30, qui a été défini à la même époque que la machine de Turing. Et on pourrait dire dans une certaine mesure que la machine de Turing a donné lieu à la programmation impérative et aux algorithmes itératifs, alors que le lambda calcul est plutôt la base de l'école fonctionnelle, du paradigme fonctionnel. Alors les exemples paradigmatiques, alors Haskell, que j'ai mis comme premier représentant parce qu'il est assez pur, justement on ne peut pas vraiment faire d'affectation et avoir d'effet de bord. Vous avez Lisp et Ski qui sont très connus, alors OCaml, alors le O c'est pour object, mais la base c'est ML, donc c'est quand même un langage fonctionnel. Voilà, on a plusieurs traits. On pourrait mettre aussi JavaScript qui a un côté fonctionnel très fort, et Python, dans lequel on a tout ce qu'il faut pour faire de la programmation fonctionnelle. Alors, langages fonctionnels, ils sont très agréables parce que la notion de fonction dans les langages fonctionnels est beaucoup plus proche de la notion de fonction au sens mathématique du terme. Même dans une certaine approximation, on peut dire que ça coïncide et ça permet de raisonner sur les programmes fonctionnels. À la différence des fonctions dans les programmes impératifs qui n'ont pas grand-chose à voir avec finalement les fonctions au sens mathématique du terme parce qu'elles ont des effets de bord, elles peuvent modifier la mémoire. D'une fois sur l'autre, quand on les exécute, la valeur peut changer, alors que là, c'est pas l'idée.
Donc ça va être très adapté à certaines activités de programmation, notamment des choses sur l'écriture de compilateurs ou la transformation de programmes ou de phrases écrites dans une grammaire, les transformer dans une autre. Donc il y a un programme qui est assez répandu, qui s'appelle Pandoc, par exemple, qui est écrit en Haskell. Je pense que c'est le programme en Haskell le plus commun, qui est très utile, qui permet de prendre par exemple du Markdown et de produire du HTML ou du LaTeX, ou prendre de la syntaxe DokuWiki ou produire du Markdown. Voilà, ça fait presque dans tous les sens. Et donc c'est vraiment une tâche de traduire d'une grammaire dans une autre. Et c'est un cas pour lequel les langages fonctionnels sont très adaptés, notamment quand ils proposent ce qu'on appelle le pattern matching. En français, je pense que c'est l'analyse de motifs. Donc ça s'y prête très bien, on verra un petit exemple tout à l'heure. Aussi, quand on est proche, quand on est proche des mathématiques, de l'algèbre, ça s'y prête très bien. Voilà. Alors, dans un style fonctionnel, donc le calcul du PGCD, l'exemple qu'on avait pris dans la première vidéo, ici en récursif en Python, donc on peut constater que là, il n'y a pas, dans cette définition, il n'y a pas d'affectation. On a un if, mais de type, alors qui n'est pas un if expression, mais qui, dans le cas où b égale 0, renvoie la valeur a. Et si b n'est pas nul, alors on utilise le lemme principal de l'algorithme d'Euclide et on calcule récursivement le PGCD de b et de a modulo b. Donc c'est assez directement une des trois variantes qui avait été présentée en pseudocode et que vous pourrez retrouver ici dans le dossier où il y a tous les extraits de code. Alors en C, on pourrait, ici sur cet exemple, on pourrait faire quelque chose de très similaire. Vous voyez, à la syntaxe près, on a quelque chose de semblable. Par contre, c'est vrai qu'en C, on ne peut pas, nativement dans le langage, mettre des fonctions dans des variables, ou retourner des fonctions, ou créer des fonctions dynamiquement. On peut prendre des fonctions en paramètres, il y a des choses pour le faire, mais déjà, voilà, c'est quelque chose d'un petit peu avancé. Pour des fonctions de tri, pour des algorithmes de tri, on a très envie de passer la fonction de comparaison en paramètres. Mais voilà, on n'a pas toutes les caractéristiques. On peut faire de la programmation récursive, mais c'est pas un langage fonctionnel pour autant. Alors en Haskell ou en Camel, ça serait pareil. On a le filtrage de motifs, donc en fait, ça correspond très fortement à une des trois définitions qu'on avait en pseudocode de l'algorithme d'Euclide. Donc le filtrage de motifs, ça va permettre de tester si un objet et selon quel constructeur avec quel constructeur elle a été fabriquée. Donc pour les entiers, pour construire récursivement les entiers, ben c'est 0 ou alors le successeur d'un entier. Ben si c'est 0, on renvoie A. Et si c'est pas 0, si c'est du coup le successeur de quelqu'un, on renvoie cette expression. Donc c'est celle qu'on avait vue tout à l'heure. Donc récursivement, on fait un appel du PGCD de B et de A modulo B. Alors une des caractéristiques qu'on a souvent dans les langages fonctionnels, qu'on peut trouver, c'est l'inférence de type. Ici, on a une déclaration de type, mais à la différence du C, où c'est obligatoire, celle-ci, on peut tout à fait la supprimer. Et lors de la compilation, c'est le compilateur qui va vérifier qu'en fait votre expression est correctement typable. D'ailleurs, sur le cas d'espèce, il trouverait un type un petit peu plus générique, je pense, parce que c'est n'importe quoi qui ressemble à un entier qui peut satisfaire. Il suffit en fait qu'on ait modulo et qu'on puisse tester à 0, enfin que 0 soit un constructeur en quelque sorte, et ça pourrait suffire. Donc en tout cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça, c'est presque de la documentation. Quand on écrit de la Haskell, on n'est pas obligé de le mettre. Pareil pour ici, pareil pour ici. Alors, pour revenir à Python, et montrer qu'on peut faire de la programmation fonctionnelle en Python, on va prendre un petit exemple avec une liste à 5 éléments, voilà, qu'on affiche,
Déjà, le premier point à voir, là, quand on disait que c'était des citoyennes de première classe, c'est qu'une fonction est une valeur comme les autres, et effectivement, on peut la donner comme valeur à une variable. Voilà, on voit g égale carré. Autrement dit, ben, g devient un alias de carré. Et ils vont avoir le même comportement, et ils vont prendre un x en paramètre, et ils vont calculer x fois x. Alors, pour voir l'aspect passage de fonction paramètre, on verra ça dans l'activité TP qui sera proposée. Il y a une fonction standard qui s'appelle map, qu'on retrouve vraiment dans tous les langages fonctionnels, sous une forme ou une autre, qui prend en paramètre une fonction et une liste. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va renvoyer une nouvelle liste qui va avoir pour élément, en fait les f de A suivi de f de B. Donc on va appliquer en fait f à chacun des éléments de la liste d'origine et garder le même ordre. Donc j'ai mis ici le lien pour aller voir. Donc par exemple, pour calculer la liste que j'avais au début, mais avec tous les entiers élevés au carré, on peut faire un appel de map avec en paramètre carré, ou g, donc là on passe bien le nom de la fonction, hein, et ma liste. Donc si on exécute ça, alors il y a juste une petite subtilité, c'est que map ne renvoie pas directement une liste en Python, mais quelque chose qui ressemble beaucoup à une liste, et on peut on peut le retrouver avec l'affichage exactement qu'on avait au début. Mais c'est un petit détail de fonctionnement. Ça serait différent en Camel ou en Haskell, vous auriez une vraie liste tout de suite. Et donc là, on est censé avoir 1 au carré, c'est 1, donc 4, 0, 16 et 9. Et on peut aussi passer une lambda expression. Donc qu'est-ce qu'une lambda expression? J'ai dit que le lambda calcul, c'est un des fondements du paradigme fonctionnel. Une première approximation, c'est une fonction anonyme. Donc, en fait, souvent, là, quand vous avez des maps ou des folds, la fonction que vous passez en paramètre, elle est souvent très simple. Alors des fois elle peut être compliquée, hein, mais il y a pas mal de cas où elle peut être simple. Ici, voilà, elle est très simple. Donc on pourrait dire lambda x, donc c'est une fonction qui prend un x et renvoie x fois x. Donc là, en fait, c'est vraiment ce que vous auriez écrit en mathématiques, comme ceci. Lambda qui à x fait correspondre x fois x. Voilà, c'est ce que vous avez ici. C'est vraiment le parallèle de ça, et ça va vous donner évidemment le même résultat. Donc vous avez les snippets de code qui sont dispo, donc on peut faire une petite démonstration. Donc on va charger notre fichier, et donc le premier print, c'est celui où on voit toute la liste, le deuxième, c'est celui où on a fait map de G, et le troisième affichage, c'est celui où on a fait map, mais avec la lambda expression. Alors, donc là, on a vu qu'une fonction était une valeur comme les autres, on a vu qu'on pouvait prendre des fonctions paramètres, mais là, on va montrer qu'on peut aussi créer des fonctions, faire des fonctions qui renvoient des fonctions. Donc, par exemple, pour la composition de fonctions, donc pour faire la composée de f et de g, donc ce qu'on écrirait en maths, ça serait f rongé. Et vous prenez f, vous prenez g, et vous renvoyez une fonction. F rongé, c'est quoi? C'est la fonction qui a x, va faire correspondre f de g de x. Okay, et c'est bien cette définition que vous avez là. Ça prend x et ça renvoie f de g de x. Donc si on compose la fonction qui fait x plus 1 avec la fonction qui élève au carré, et donc f maintenant c'est une fonction, hein, parce que c'est ça, c'est le résultat de ce return, donc c'est bien, notre return on a bien une fonction. Et si on l'exécute, ça va faire quoi? 3, la première fonction qu'on a donnée, c'est celle qui élève au carré, donc ça va nous faire 3 au carré, et ensuite on applique f, qui va rajouter 1, donc on est censé obtenir 10. Alors on peut aussi noter que là, notre compose, le symbole qu'on a choisi, en fait on pourrait même faire une variante directement avec comp, qui est une variable auquel on donne la valeur. La fonction lambda, qui prend f et g,
et qui va renvoyer, alors il faut imaginer que c'est parenthésé comme ça en fait, qui va renvoyer la fonction qui prend x et renvoie f de g de x. Et si on exécute, on est censé obtenir le même résultat. Donc on va faire la démonstration. Voilà, vous obtenez bien 2 fois 10, ce qui correspond au premier print et au deuxième. Alors, il peut y avoir une variante. Là, il y a un petit détail. J'ai écrit lambda f, g, donc on pourrait presque imaginer qu'il y a des parenthèses ici. On a bien écrit une fonction à 2 arguments. Ce qu'on va faire souvent en programmation fonctionnelle, et ça on peut le comprendre parce que dans le lambda calcul, finalement, toutes les fonctions sont unaires. On peut aussi ce qu'on appelle purifier, donc c'est-à-dire transformer notre fonction qui prend 2 arguments, f et g, en une fonction qui attend un argument, et va renvoyer une nouvelle fonction qui attend un argument g, qui à son tour renvoie une nouvelle fonction, qui est celle qu'on avait tout à l'heure, x fait correspondre f de g de x. Alors là, du coup, l'écriture est un peu différente. C'est bien ici un premier appel comp f qui vous renvoie une fonction qui à son tour attend g, ok, et ça, on peut le mettre quelque part et s'en servir plus loin. Donc, vous voyez, ici, on a une fonction de l'ordre supérieur quelque part à 3 niveaux. Il y a 3 lambda, lambda f, lambda g, lambda x. Donc ça, c'est assez typique de la programmation fonctionnelle. Et là encore, hop, pardon. Là encore, si vous exécutez cet extrait de code, vous retrouvez la valeur 10, parce qu'on a élevé 3 au carré, et ensuite on a fait plus 1. Voilà, donc c'est une petite intro assez rapide à la programmation fonctionnelle, où on a vu quand même quelques traits, et on verra, justement, on manipulera un peu ces fonctions sur la liste, notamment celle de la liste standard. On fera des exercices comme ça pour passer pour manipuler ça et s'approprier ça. Alors, le troisième grand paradigme, celui qui a le plus de représentants, enfin, qui a beaucoup de représentants, c'est le paradigme objet, avec les langages dits orientés objet. Alors, on peut dire, une façon de définir un objet, c'est que c'est un ensemble de champs, donc ça correspond un peu à ce qu'on appelle une structure dans notre langage, auquel on associe des méthodes. Donc il y a une première vision un petit peu simpliste de dire qu'un objet, c'est une structure avec des fonctions dedans, avec des méthodes. Donc cette méthode, c'est typiquement un comportement associé à l'objet. Une façon peut-être un peu plus que je préfère un peu pour décrire, c'est plutôt celle-là, de dire que finalement un objet c'est un contexte d'exécution. Quand on définit une méthode, en fait elle a accès à tous les champs de l'objet où elle est définie. Et c'est comme un bout de mémoire, voilà, qui est circonscrit. Et les méthodes peuvent utiliser le contenu ici, donc accéder aux variables, éventuellement dans un style impératif les modifier. Et je pense, c'est une meilleure façon de représenter que juste des structures avec des méthodes. Donc un langage est dit orienté objet lorsqu'il intègre une de ces notions. Donc en fait, il peut avoir une base impérative, donc c'est vraiment le cas du C++ ou du Java. Le C++, initialement, au début des années 80, les premiers prototypes, c'était C avec classe, que ça s'appelait. Ou fonctionnel. Donc ça, c'est plutôt la démarche Camel. Donc quelque part, c'est pas... alors c'est bien un paradigme, hein, mais c'est pas un modèle de calcul complet. C'est plus une façon d'organiser les programmes. Alors, quand on parle de modèle à classe, la classe, c'est simplement un patron pour fabriquer des objets, c'est le moule. Voilà. Et c'est effectivement en C++ et en Java, c'est vraiment comme ça. Un objet, c'est une instance d'une classe. Donc on dit qu'est-ce qu'il y a comme champ, qu'est-ce qu'il y a comme méthode, voilà. Et après, un objet doit se conformer à ce modèle. En Python, c'est un petit peu différent, c'est beaucoup plus souple.
Et en JavaScript, ça se rapproche un petit peu. Mais on n'a pas vraiment cette notion de classe, ou en tout cas, elle est moins rigide. Alors, une notion qui vient très rapidement quand on parle de programmation orientée à objet, c'est la notion d'héritage. Alors ça, dans un certain formalisme, on le note comme ça. Donc, on a une classe mère, on a une classe fils, fille, et on le note souvent comme ça, avec ce petit symbole. On dit qu'une classe fille hérite d'une mère. Dans ce cas-là, tous les champs, on dit attributs aussi des fois, et les méthodes de la mère sont accessibles à la fille. Et la fille peut avoir ses méthodes et ses champs à elle. D'ailleurs, ça serait un peu bizarre qu'elle n'en ait pas, parce que sinon elle ferait exactement la même chose que sa parente. Et elle peut aussi, on appelle ça la surcharge, peut modifier les définitions qu'il y avait. Et alors, l'intérêt, c'est que ça vous permet de raffiner, donc on commence à sentir le besoin en génie logiciel quand on a des gros programmes avec des grosses, vraiment des gros métiers complexes. C'est une façon d'organiser l'information et d'organiser le code en cohérence avec cette vue abstraite. Voilà, toute instance de la classe fille peut être utilisée là où une instance de la classe mère est attendue. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que voiture hérite de véhicule, la classe voiture hérite de véhicule. Chaque fois que vous avez un bout de programme qui a besoin d'une voiture, d'un véhicule, pardon, vous pouvez lui donner un véhicule concret. Un véhicule, une voiture est un véhicule comme les autres. Alors, on va faire un petit exemple tout à l'heure, vous allez voir. Alors, l'usage, donc j'ai commencé à le dire, ça vient de là, c'est le cadre de développement de gros logiciels, parce que après il y a toute une méthode de conception associée à l'orienté objet, au paradigme orienté objet, notamment pour faire un bon programme orienté objet, il y a des principes, justement, on essaie de bien découper en unités faiblement couplées les unes les autres, et isolées. C'est-à-dire que typiquement, quand un objet veut parler à un autre, tout ce qu'il connaît, c'est l'interface, c'est-à-dire une partie publique qui est rendue visible, à l'extérieur de l'objet, mais il ne connaît pas les détails d'implémentation, donc on imagine l'intérêt que ça peut avoir en termes de génie logiciel. Les programmes continuent de fonctionner, si on a des dépendances, les programmes continuent de fonctionner, même quand on change l'implémentation d'un côté, tous les utilisateurs, c'est complètement transparent pour eux. Voilà. Donc ça donne UML, donc Unified Modeling Language, c'est toute une série de diagrammes, dont notamment le diagramme de classe, qui est vraiment omniprésent. Alors les mots-clés qu'on va voir, c'est classe, ou éventuellement prototype, on va parler d'encapsulation, on va parler d'héritage. Pour moi, les plus représentatifs, alors il y a Modula ou des choses comme ça un peu plus vieilles, mais vraiment dans les langages très utilisés, ça va être C++ et Java, sur une base impérative, et vous allez avoir bien sûr Python, Camel, et C# et bien d'autres. C'est quand même très répandu. Et je pense que ce qui est important ce qui sera utile et important pour vous et pour les élèves, c'est qu'en fait, beaucoup des librairies standards, quand les langages proposent de l'orienté objet, souvent la librairie standard, elle est elle-même orientée objet. Donc ça, on va le voir en Python. Les principales structures que vous avez qui sont fournies de base, en fait, elles ont des méthodes et il y a des classes. Il y a des classes associées, donc c'est vrai en JavaScript, c'est vrai en Java. En Java, toute la lib standard est représentée avec des objets. En C++, c'est pareil. Donc c'est aussi important d'être confronté à ça. Même si vous n'avez pas des gros logiciels, vous allez, d'une façon ou d'une autre, être obligé d'utiliser des objets. Aujourd'hui, c'est inévitable. Alors, pour donner un exemple en Python, ici, on a la définition d'une classe personne.
Alors, comment ça se présente? Alors, vous voyez, il y a un mot-clé spécifique, classe, et on va avoir deux méthodes. Alors, il y en a une qui est très particulière, donc ça c'est vraiment l'écosystème Python, c'est init, c'est ce qu'on appelle aussi le constructeur. Donc ça va prendre en argument self, qui est l'objet dont on parle, parce qu'il faut imaginer que classe, c'est le patron, c'est le moulin. Après, une personne concrète, ça sera self. Et le constructeur, donc ça ne sera pas utilisé explicitement, vous allez voir après, va prendre en paramètre un nom et un prénom. Et qu'est-ce qu'il va faire? À self, donc l'objet nouvellement créé, il va y avoir un champ qui s'appelle nom, et on va lui mettre comme valeur un nom qui est passé en paramètre, un champ prénom qui va prendre comme valeur un prénom passé en paramètre. Ok? Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le constructeur. Et il y a une méthode qui s'appelle ici affiche. Donc toutes les instances de personnes, tout ce qui va être créé comme étant une personne aura cette méthode-là. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va simplement afficher une chaîne construite à partir du nom et du prénom de l'objet courant. Voilà. Donc cet usage de self, il fait penser un peu au this que vous avez en JavaScript. C'est assez typique de Python, mais ça a le mérite d'être assez explicite. Il n'est pas présent, directement, par exemple, en C++ comme ça. Alors maintenant, si on veut faire une sous-classe de personne, pardon. Si on veut faire une sous-classe de personne, par exemple un élève est une personne comme les autres, donc on va lui donner son constructeur, donc il prend un nom, un prénom et aussi un groupe, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler le constructeur de la classe parent, donc parce que pour construire un élève, il faut construire une personne, donc on va utiliser la méthode, le constructeur de personne, pour créer l'objet de base, et ensuite on pourrait dire l'enrichir. Un élève, c'est finalement une personne avec un groupe. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va redéfinir affiche pour les élèves, et donc on va donner la définition d'une nouvelle fonction qui va utiliser les trois champs. Donc là, on est sur un cas d'héritage avec l'utilisation du constructeur de la classe parente et une méthode qui est redéfinie. Enfin, de façon tout à fait similaire, on peut définir une classe prof qui elle hérite aussi de personnes. Donc, si on faisait le diagramme UML, on aurait ici les personnes, on aurait ici les élèves, et à côté, les profs. Ok? Alors, un élève est une personne, un prof est une personne, mais par contre, un élève n'est pas un prof, et un prof n'est pas un élève. Je veux dire que c'est rassurant. Donc, pour prof, ça va être assez similaire, parce que l'exemple est simple. Donc, au lieu d'avoir un groupe, un prof, il a une matière, et on va appeler pareil le constructeur de personne, et on va remplir le champ matière, et on va faire son affichage, alors lui spécifique. Pour l'élève, on mettait 2 points et son groupe. Ici, on va mettre entre parenthèses sa matière. Alors, comment on construit un objet dans une de ces classes? De la façon suivante. Donc ça, implicitement, ça appelle le constructeur, donc la méthode init qui a été définie dans la classe. Quand vous appelez personne de Turing, en fait, ça appelle personne, point underscore init de Turing Romual, ça nous met le self ainsi construit dans ici une variable qui s'appelle un gars. On peut construire de la même façon un élève et un prof. Ok, donc l'élève avait besoin de 3 champs dans son constructeur, et le prof en a besoin de 3. Et un élève est une personne comme les autres, un prof est une personne comme les autres. Donc tout le monde dispose de la méthode affiche, alors chacun va avoir un affichage différent, mais là on peut faire un petit parcours de la liste qui contient un gars, un élève, un prof. On appelle affiche de façon unifiée, et ça va afficher ça va rendre en string finalement chacun de ces objets.
Donc on peut faire, pareil, on peut faire la démonstration pour tester, s'amuser à modifier le code. Voilà, on a bien 3 lignes d'affichage, donc dans l'ordre de la liste, et on voit que l'affichage d'une personne, c'est juste prénom-nom, que l'affichage d'un élève, c'est prénom-nom et 2 points son groupe, et que l'affichage d'un prof, c'est prénom.nom avec la discipline entre parenthèses. Voilà, c'est tout pour cette introduction. Donc voilà, un petit panorama sur les langages de programmation avec notamment des exemples en Python euh, pour, euh, pour voir un peu les trois grands traits. Donc l'idée, ça va être essayer de se familiariser ça, de pratiquer ça. Vous allez voir qu'il y a des cas où un style ou l'autre de programmation peut être particulièrement adapté. C'est un des critères, en fait, je pense, principaux des choix d'un langage. Des fois, vous avez des, des débats un peu stériles sur ah oui, c'est quoi le langage meilleur qu'un autre. Ben, un langage, il est meilleur qu'un autre dans l'absolu, ça n'a pas trop de sens. Par contre, pour certains types de tâches, il va être adapté, et notamment son paradigme va le rendre adapté à une ou à l'autre. Bon, après, il y a une considération, mais celle-ci en est une très importante. Voilà, donc il y aura sans doute une petite vidéo pour lancer un petit peu les exercices, qui se veut très court, qui viendra dans les jours qui viennent.